Ouais, moi, j'avais entendu parler des travaux de Sylvain, qui qui est un géographe, mais il va peut-être nous dire un peu plus ce qu'il fait, ce qu'il a travaillé, ce sur quoi il a travaillé, et nous introduire une idée que j'avais trouvée intéressante, parce que j'avais discuté de ça un petit peu avec lui, qui est le localisme comme futur du développement, de façon à combiner des aspirations à une existence plus humaine dans la vie moderne, tout en respectant quand même les libertés, les grandes, enfin, le droit à l'initiative individuelle qu'on peut avoir et auquel il ne faut pas renoncer, mais auquel certains mouvements politiques, écologistes, hein, d'inspiration réactionnaire, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ont tendance à nous conduire. Donc Sylvain, si tu peux nous dire un peu ce que tu fais, quels sont tes points d'intérêt, et puis nous présenter un peu ce point qui, je suis sûr, intéressera des auditeurs. Alors, je fais des recherches en géographie économique urbaine, c'est-à-dire que et sur le thème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ce qui revient à étudier la répartition spatiale de l'innovation entrepreneuriale. Donc, c'est-à-dire, pour être plus précis, mais ça n'a pas une grande portée pour ce qu'on va se raconter aujourd'hui, c'est l'idée qu'on observe l'innovation sous la forme essentiellement de nouvelles entreprises euh, qui sont innovantes, c'est-à-dire pas des entreprises imitatrices, plutôt que sous une forme plus conventionnelle qui est souvent dans la recherche universitaire, les brevets, qui n'est pas une très bonne représentation de l'innovation, sachant que la plupart des brevets n'aboutissent pas à des innovations concrètes. Alors qu'une nouvelle entreprise, même si elle peut échouer, me paraît une forme plus aboutie d'innovation. Et donc, examiner la répartition spatiale de ces innovations entre des villes, c'est-à-dire certaines villes innovent plus que d'autres, pourquoi? Ou bien au sein des villes, où est-ce que dans les villes, comment évolue la répartition de l'innovation dans les grandes métropoles, puisqu'on parle de métropolisation depuis pas mal de temps, c'est-à-dire le fait que les villes dépassent les frontières de la tâche urbaine, de leur étendue urbaine, pour aller sauter vers d'autres villes où habitent des gens qui vont quotidiennement aller travailler dans d'autres villes de cet ensemble métropolitain. Voilà, donc ça résume rapidement mes thèmes de recherche. Et moi, j'ai tout de suite une question. L'idée que les petites entreprises, bon, les entreprises en général innovantes, sont plus innovantes que les chercheurs dans les universités, c'est une hypothèse ou c'est quelque chose qui est démontré? C'est-à-dire que c'est pas une question qui a tellement lieu d'être. On peut y répondre rapidement en disant oui, les entreprises sont plus innovantes, mais ça n'est pas une question qui est correctement formulée parce que il y a une chaîne de l'innovation. Il y a des gens qui sont en amont de cette chaîne, qui font de la recherche fondamentale, qui est souvent financée par les États parce qu'elle coûte cher et qu'elle n'a pas de débouchés commerciaux immédiats ou même et également ils sont extrêmement incertains. Il y a également des grandes entreprises qui se livrent à de la recherche fondamentale. Souvent, ce sont d'ailleurs des cofinancements publics-privés. Donc, eux sont en amont. Et puis, en aval, on a des gens qui font de la recherche appliquée, qui font du développement de produits. Et puis, encore en aval, on a des gens qui mettent ces produits sur le marché et qui développent leur commercialisation. Alors, l'innovation, c'est tout cet ensemble-là, mais en amont d'un brevet, on va dire, ou d'une invention, il y a la recherche fondamentale et aussi du développement. Et si on veut que la distinction entre invention et innovation soit opératoire, je considère qu'il faudrait s'intéresser à ce qui est en aval de l'invention pour ce qui concerne l'innovation. Mais de façon classique ou de façon conventionnelle,
les gens englobent le tout dans l'innovation et en fait se focalisent énormément sur l'invention tout en parlant d'innovation. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de suivre les inventions à la trace que les innovations. Moi, j'ai une autre question avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Quel est l'impact sur la création d'emplois nouveaux de la part des petites entreprises qui sont donc innovantes que tu décris? Est-ce que on a tendance souvent à se concentrer sur l'emploi créé par les grandes entreprises en imaginant que c'est là qu'il y a beaucoup d'emplois. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est plutôt en réalité vers les petites entreprises qu'on va trouver, ou dans les petites entreprises qu'on va trouver la création de plus d'emplois? Alors c'est une question très intéressante et qui est très difficile, à laquelle il est très difficile de répondre, mais à laquelle des réponses ont été données relativement récemment, c'est-à-dire dans la dernière décennie, aux États-Unis, grâce à de nouveaux outils statistiques qui permettent de distinguer dans la création de l'emploi l'âge des entreprises qui créent les emplois, ce qui n'était pas possible jusqu'à une période récente. Et on s'aperçoit que les grandes entreprises ne sont pas créatrices nettes d'emplois, ou très peu, très faiblement. C'est-à-dire, c'est là où on est trompé, c'est que les grandes entreprises créent effectivement beaucoup d'emplois. Dans le volume d'emplois créés, elles occupent une grande place. Mais elles détruisent également beaucoup d'emplois. Et en leur sein, en leur sein. Oui, okay. Et finalement, la création nette des grandes entreprises est imperceptible. Par ailleurs, on sait que symétriquement, les petites entreprises créent peu d'emplois individuellement et qu'elles en détruisent énormément aussi en disparaissant. Parce qu'elles ont une durée de vie assez limitée. Ouais. Il y a beaucoup de création et de destruction d'entreprises. Donc la création de petites entreprises, naturellement, une création d'entreprise, c'est forcément une petite entreprise, crée de l'emploi, et puis la destruction de petites entreprises en détruit. Donc il y a une sorte de symétrie. On a les petites entreprises qui en masse créent et détruisent beaucoup d'emplois, et les grandes entreprises qui créent et détruisent beaucoup d'emplois du fait de leur taille. Et en fait, on distingue néanmoins une poignée de petites entreprises qui grossissent fortement et qui statistiquement, par leur nombre, sont en très faible nombre, mais qui ont un impact statistique énorme sur la création d'emplois du fait de leur croissance exponentielle. Et donc, c'était très difficile de distinguer. Ouais. Donc, en fait, ce qui crée de l'emploi, c'est la croissance des entreprises. De quelques entreprises qui sont dans une distribution statistique extrêmement asymétrique, c'est-à-dire qu'on a une longue traîne d'entreprises qui créent très peu d'emplois, parce qu'il y a énormément de petites entreprises qui, si elles ne disparaissent pas, ne sont pas destinées à croître et créent très peu d'emplois et ensuite stagnent. Et donc dans cette longue traîne, il y a ces entreprises-là qui ne disparaissent pas mais ne créent pas beaucoup d'emplois individuellement. Et puis il y a toutes celles qui disparaissent. Et il y a quelques entreprises qui arrivent à décoller et à créer énormément d'emplois. Et c'est de là que vient la croissance de l'emploi net, s'il y a croissance de l'emploi. En tout cas, bon, c'est basé sur des observations aux États-Unis, qui est quand même un pays assez particulier du point de vue de la création d'entreprises et de la croissance des entreprises, et puis qui est doté d'un bel outil statistique qui n'est pas forcément disponible ailleurs. Donc en fait, quand les gouvernements français successifs depuis 15 ou 20 ans ont cherché à faciliter la création d'entreprises, tu aurais tendance à dire qu'ils ont bien agi parce que c'est là-dedans, si on voulait augmenter la quantité d'emplois disponibles, c'est dans ces jeunes entreprises, dans les quelques rares qui auraient du succès et qui donc créeraient beaucoup d'emplois, le gouvernement aurait obtenu le résultat recherché. Oui, c'est une partie qui me semble favorable de la politique
vis-à-vis des entreprises en France. Mais en fait, la France n'est pas en reste quand il s'agit de créer des entreprises. La France crée beaucoup d'entreprises. Le problème de la France, c'est justement la croissance des entreprises. La France n'est pas bonne en croissance d'entreprises, de petites entreprises. On sait bien que la France est dépourvue de ce Mittelstand allemand de grosses PME, parce que les petites PME françaises ne croissent pas. Et on sait par ailleurs que la France, l'industrie française est extrêmement dominée par de très grandes entreprises qui ont tendance à étouffer les petites. Et puis on sait aussi que le financement, le régime fiscal et peut-être les institutions françaises ne sont pas bien disposées pour la croissance des jeunes entreprises. Et d'ailleurs, ces fameuses licornes françaises, pour celles qui existent, pour beaucoup d'entre elles, croissent aux États-Unis. Enfin, elles déménagent aux États-Unis pour aller chercher des financements de capital risque. Non, le problème en France, c'est le capital risque. C'est le problème dans beaucoup de pays. En fait, le début du financement des entreprises, ça n'est pas le capital risque, il faut le savoir. Yannick, tu dois le savoir. Mais c'est Fools, Friends and Family, c'est-à-dire du capital d'amorçage informel, essentiellement. Et ensuite, il y a les séries A et B. Je ne suis pas un très grand clerc dans la matière, mais ça, c'est déjà pour des entreprises qui ont déjà un certain succès. Et en fait, il manque un échelon intermédiaire qui a été identifié par un chercheur belge, qui dit que finalement, il manque souvent cet échelon intermédiaire qui est souvent pourvu par des entrepreneurs qui ont réussi à titre personnel et qui fait la passerelle entre les 3 F, Fools, Friends, donc les idiots, les amis et la famille, et les grands fonds de capital risque qui, eux, n'ont pas le temps ou qui n'ont pas en fait l'appétit au risque pour prendre en charge des entreprises qui commencent à démarrer. Et donc, il faut des entrepreneurs, et c'est souvent, justement, ce qui apporte de l'eau à mon moulin, c'est que c'est un échelon qui est très local aussi. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui a réussi ne va engager son capital durement gagné en faveur d'entreprises que s'il connaît extrêmement bien le contexte dans lequel non seulement l'entreprise, c'est possible, mais c'est toujours difficile. Il y a une asymétrie d'information, l'entrepreneur ne va pas révéler les problèmes internes à son entreprise, même à quelqu'un qui lui offre de l'argent, mais au moins l'entrepreneur peut maîtriser le contexte économique local et jauger la pertinence du modèle d'affaires qui est proposé. Donc là, on a beaucoup de localisme, à mon avis. Je pense qu'on a évidemment du localisme à l'étape antérieure, famille, quoique potentiellement on en a moins, parce que les liens familiaux finalement permettent de dépasser le problème du localisme, c'est-à-dire qu'on peut prêter ou donner à quelqu'un de sa famille qui habite très loin, parce qu'on a confiance. Donc, et puis, donc, il y a peut-être moins de localisme, paradoxalement, au démarrage. Ensuite, il y a ce localisme avec l'entrepreneur local, et ensuite avec les fonds d'investissement, on va dire institutionnels. Il y a peut-être un peu moins de localisme, mais il y en a aussi pas mal, parce qu'à mon avis, ils ont des problèmes d'information aussi. Donc, ils doivent faire très attention. Et ces entrepreneurs intermédiaires, c'est ce qu'on appellerait les business angels, ou c'est encore autre chose? Tu as raison, c'est ce qu'on appellerait les business angels. Ouais. Tout à fait. Ma propre expérience me conduit à nuancer ce que tu dis sur la France. C'est que il existe en France beaucoup de business angels locaux et nationaux. Donc, par exemple, il y a des associations des business angels de grandes écoles, donc ceux qui ont fait les grandes écoles qu'on connaît. Il y a des associations locales, régionales. Il y a des fonds de capital risque régionaux et qui financent. Alors ils se concentrent dans des entreprises
qui ont vraiment des potentiels au-delà d'une région, moi. Même s'ils cherchent à privilégier l'implantation régionale pour y récupérer, enfin, y concentrer un peu la valeur qui est la trésorerie qui est dans l'entreprise, par exemple, et qu'elle soit dépensée plutôt localement. Mais ils financent volontiers des entreprises qui sont pas forcément high-tech, pas forcément dans l'innovation très élevée dans un secteur, dans le médical, mais parfois même dans des systèmes de distribution alimentaire, par exemple. Ça, j'ai vu, j'ai un exemple de succès comme ça à Nantes. Et qui prennent enfin, qui interviennent avant même qu'il y ait du chiffre d'affaires, tu vois. Donc, qui interviennent au niveau que toi tu décris, Fools, Friends and Family. Donc, ça commence à exister en France. Alors, je sais que ça existe énormément en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, mais je pense qu'il y a un système, il y a une incitation fiscale qui est très forte en Angleterre, et qui existe un peu en France avec le plan d'épargne PME, où tu peux placer dans un plan d'épargne défiscalisé des actions que tu aurais dans une entreprise à condition d'en détenir moins de 25%. Mais bon, J'ai une vision du sujet qui est... Ouais. J'ai une vision du sujet un peu datée parce que la dernière fois que je me suis intéressé, d'abord j'ai pas une connaissance pratique du sujet, hein, c'est une connaissance livresque. Et puis elle date de 2016-2018 à l'époque où je faisais mon doctorat et depuis je me suis pas repenché sur ces questions. De plus, mon terrain d'étude n'est pas la France, donc j'ai effectivement une vision assez schématique de la chose. Enfin bon, il y a tout un aspect fiscal évidemment. Mais avançons puisque tu l'as abordé toi-même, qu'est-ce que tu appelles le localisme et en quoi c'est un niveau d'analyse intéressant pour renouveler notre vision de l'organisation de la société et en contestation de certains traits que notre société a pris depuis 70 ans, 80 ans. Alors, j'ai pas une connaissance livresque du localisme. C'est pas mon objet d'étude. Et simplement, je me suis fait des observations personnellement, mais aussi avec des lectures diverses et variées, mais pas très approfondies, sur le localisme, ce que j'appellerais le localisme. Je ne sais pas si ça correspond à une définition canonique du localisme. Il y a pas mal d'auteurs qui sont intéressés à la question, et depuis longtemps. Et en fait, je vais plutôt retracer mon parcours personnel, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je me suis beaucoup intéressé au libéralisme classique, politique et surtout économique. Et j'étais beaucoup attiré par cette, comment l'appellerait-on, doctrine, c'est un peu fort, mais enfin bon, cette philosophie, on va dire, économique, en estimant qu'elle préservait des libertés tout en donnant la prospérité, etc. Enfin, je vais pas me livrer une présentation du libéralisme classique ici. Donne-nous quelques noms des auteurs qui t'ont... C'est l'auteur qui m'a marqué, c'est Hayek, c'est clair. J'ai pas lu grand-chose d'autre. J'ai lu Tocqueville, qui est réputé un libéral, mais qui s'intéresse plutôt au versant politique de la chose. Hayek s'intéresse particulièrement, il s'intéresse à tous les versants, mais il est particulièrement fort sur le versant économique. Pour moi, ce que raconte Hayek, c'est aussi intéressant d'un point de vue de la philosophie des sciences, c'est-à-dire de la manière dont on peut faire de l'économie en tant que science. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est-à-dire que il explique bien comment la production de connaissances économiques finalement revient à favoriser le libéralisme. C'est-à-dire que pour Hayek, le socialisme est une erreur, n'est pas seulement une erreur politique ou économique, pratique, mais c'est une erreur scientifique. Le socialisme. C'est-à-dire qu'il a été réfuté, quoi. Le socialisme a été réfuté. Et de plus, Hayek a beaucoup d'influence en géographie économique et ailleurs, je crois, pour sa théorie de la connaissance. C'est-à-dire que l'idée que
la connaissance ne peut pas être centralisée en une personne ou même un groupe de personnes. Et en fait, il n'est pas possible de la centraliser, qu'elle est nécessairement répartie dans l'espace en particulier, ce qui intéresse les géographes. Et en fait, derrière, cette idée est puissante parce que de nos jours, on explique la croissance économique essentiellement par la connaissance, c'est-à-dire la production de nouvelles connaissances. L'innovation, c'est la production de nouvelles connaissances. Donc, la production de nouvelles connaissances peut comprendre la collecte de connaissances pertinentes et la combinaison de connaissances pertinentes, des nouvelles combinaisons. Donc, le point sur la répartition est important parce que il y a un coût ou même une impossibilité d'accès à certaines connaissances du fait de leur localisation. C'est-à-dire si je suis à Paris, comme je suis là maintenant, et que je veux connaître le marché de Lille pour commercialiser un produit, bon, je peux acheter une étude de marché sur Lille, mais est-ce que c'est une information de nature à améliorer ma compétitivité? Probablement non, puisque mon concurrent peut acheter la même étude. Alors, et ça, c'est sans compter le fait que cette étude peut être partiellement ou entièrement fausse, même si elle est payante. Et donc, par contre, si j'habite à Lille, je suis bien mieux placé pour explorer le marché lillois, même de manière informelle. C'est-à-dire que sans faire une étude de marché formelle, du fait de mes relations locales, de ma connaissance du tissu local économique, je suis très bien placé. Bon, c'est un exemple. Et puis j'aurai une information beaucoup plus actualisée aussi. Voilà, donc voilà mon bout sur Hayek. Je ne sais pas si Hayek parle de localisme. Il me semble qu'il devrait, s'il ne le fait pas. Mais il me semble qu'on peut fonder beaucoup de localisme sur ce que raconte Hayek à cause de cette idée que la connaissance est répartie et locale. Il le dit il y a un pas article, centralisable. et qu'elle est difficilement centralisable. Oui, elle est essentiellement très peu centralisable. Disons que une fois qu'elle est centralisée, elle est probablement plus pertinente, pour dire simple aussi. Une fois qu'on a réussi à centraliser À part dans les une prix, information, évidemment, hein. À part le contenu d'information qui est présent dans les prix et qui lui est centralisé. voilà, mais qui est Licence. synthétique. Oui. C'est une information synthétique. Donc, qu'on ne peut même pas analyser, en fait. C'est-à-dire analyser dans le sens de la décomposer en ses déterminants. On peut le faire jusqu'à un certain point, mais à un point très limité. On ne peut pas savoir, on ne peut pas remonter du prix jusqu'aux éléments d'information individuels qui ont conduit à la fabrication de ce prix. Fabrication étant un terme, pas un bon terme parce que personne ne l'a fabriqué, hein, mais jusqu'à la synthèse de ce prix, l'émergence de ce prix. Donc voilà, donc le problème qui s'est posé à moi, peut-être une fois que j'ai commencé à faire de la géographie, je ne sais plus, mais il y a un certain nombre de pathologies peut-être qu'on lie au libéralisme. Alors il y en a énormément, hein, c'est l'histoire du néolibéralisme et tout, passons là-dessus, mais ce qu'on peut sincèrement lier au libéralisme peut-être, c'est le commerce international en particulier. Donc le commerce international s'est beaucoup développé, non seulement le commerce mais l'investissement, les flux de biens, de produits, de biens et de services et d'argent se sont énormément développés, et même énormément depuis que je me suis intéressé au libéralisme, c'est-à-dire au début des années 90. Et ça s'est beaucoup développé depuis. Et on peut estimer, quand on regarde l'économie française par exemple, qu'il y a des pathologies qui sont liées à la mondialisation. Et pour moi, ce qui est le plus évident, c'est un chômage important. Donc il y a plusieurs facteurs.
mais un chômage, c'est-à-dire une concurrence entre des travailleurs en France et des travailleurs qui sont dans d'autres pays et qui sont finalement emportent cette compétition parce que ils sont moins chers. D'accord? Il y a ça. Donc on se retrouve avec finalement toute une désindustrialisation. Bon, il y a une très forte désindustrialisation en France. Et en plus, cette désindustrialisation affecte particulièrement les villes moyennes et petites. Et donc, on a un appauvrissement de la diversité des emplois, une diversité à la fois sectorielle, mais aussi socio-économique, c'est-à-dire un appauvrissement de cette diversité dans tout un tas de territoires en France. Et donc les gens qui n'ont pas de mobilité internationale et même qui n'ont pas forcément de mobilité nationale se retrouvent dépourvus d'une offre d'emploi correcte. Le deuxième point, qui est un point sur lequel je fais des recherches actuellement, c'est l'idée que finalement l'innovation, c'est-à-dire la croissance future, est privée d'une source importante d'inspiration lorsque la production s'éloigne. Donc c'est l'idée que justement l'innovation n'est pas seulement produite dans des laboratoires de R&D, mais qu'elle est alimentée par le savoir-faire de la production. Et donc quand on arrête de produire, finalement on assèche l'innovation. On le constate puisque en fait, on est parti dans les années 80 et 90, et peut-être même avant les années 80, de l'idée qu'on allait délocaliser la production dans des pays à plus faible coût, mais qu'on allait conserver les activités nobles d'innovation. Or, ces pays qui maintenant produisent, ils innovent. Donc le Japon, naturellement, la Corée, très innovante, et la Chine, même, qui est encore un pays émergent, mais qui est un très grand pays, dont certaines parties sont très développées, les parties côtières, elle devient un acteur important de l'innovation. En contrepartie, en face, les pays désindustrialisés ont du mal à innover malgré une dépense R&D considérable. Les pays comme la France, l'Europe occidentale ont une dépense R&D qui est gigantesque et qui est peu productive. Donc c'est ce qu'on appelle l'absence d'effet d'échelle. C'est-à-dire on augmente le volume de R&D et en contrepartie on n'a pas de croissance. Oui, moi je peux l'expliquer parce que je vois dans mon métier, c'est que lorsque tu inventes un nouveau procédé avec une nouvelle machine par exemple, tu vas avoir besoin c'est pas des artisans, mais des techniciens, donc cette tranche d'emploi intermédiaire entre les ingénieurs et puis les ouvriers, donc les techniciens qui vont mettre en place, qui vont inventer la mise en œuvre de ton invention. Tu peux concevoir un principe sur une machine très innovante, mais si tu n'as pas le gars qui va savoir où placer tel élément, comment l'attacher, comment le combiner avec les autres éléments de façon mécanique et efficace, eh bien l'invention se noiera dans les sables. Toute l'eau qu'on aura versée, donc les financements dont tu parles, seront absorbés dans des sables et ces sables ne verront jamais d'arbres pousser, quoi. Je l'observe, je le vois et je vois tout à fait le lien avec ce que tu dis. Je dirais que le problème se pose même peut-être en amont de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on invente des composants ou des brevets, on a des inventions qui ne sont pas industrialisées. Parce que j'ai le sentiment que tu parles d'industrialisation, mais tu parles déjà d'une partie de l'industrialisation qui est en aval. C'est-à-dire que tu as déjà un prototype de machine, quoi, au moins, voire une machine livrable. C'est vrai. Or, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées en termes d'industrialisation quand tu arrives à ce point-là. C'est-à-dire que, notamment, tu as trouvé des fournisseurs et peut-être des clients
qui vont accepter d'acheter ce genre de produit. C'est-à-dire que tu as déjà un business model quoi, de ton produit. Tu n'es pas encore sûr qu'il va te tenir la route et qu'il va se développer, mais tu as déjà une... C'est ça l'industrialisation, hein, c'est la mise en œuvre pratique hors d'un laboratoire du produit. Donc, il faut d'avoir identifié tous les fournisseurs qui vont bien, quoi, par exemple. Et non seulement les avoir identifiés, mais avoir négocié avec eux des contrats, au moins pour des séries préliminaires, quoi, peut-être des séries courtes au départ, etc. Et c'est un travail de coordination avec d'autres producteurs qui est considérable et coûteux. J'insiste sur ce point parce que je suis assez féru de ce truc-là. C'est l'idée que j'ai en tête pour l'étude que je fais actuellement. Mon idée, c'est que en fait, c'est assez difficile de se coordonner avec des gens parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours et d'itérations avec des gens qui sont loin. Ça coûte cher. Donc, il faut être implanté dans un bassin industriel où on a un choix de fournisseurs et de clients suffisamment développé pour qu'on puisse faire des essais avec plusieurs d'entre eux, potentiellement. C'est-à-dire qu'on puisse en changer si besoin. Et quand on est une petite entreprise, ou du moins quand on est dans le cadre d'un modèle d'affaires naissant, on n'est pas bien financé pour ça. Alors les grands, et je ne crois pas que les grandes entreprises puissent faire des choses révolutionnaires dans ce domaine, parce que les grandes entreprises sont déjà engagées auprès de fournisseurs et auprès de clients. Et elles ne peuvent pas vraiment les remettre en question complètement. Donc c'est pour ça que les grandes entreprises ont beaucoup de mal à mettre en place de nouveaux business models. Donc c'est probablement une petite entreprise qui le fait, et cette petite entreprise est nécessairement pauvre. Et donc, elle ne peut pas se permettre d'aller à l'autre bout de la planète pour négocier des contrats hypothétiques avec des fournisseurs qu'elle n'arrivera pas à contrôler parce qu'elle est petite en plus. Donc, il faut que tout ça soit vraiment très proche. Ou bien, alternative, il faut avoir affaire à des composants extrêmement standardisés, des denrées, commodities, c'est-à-dire des choses totalement standardisées qui s'échangent dans les marchés mondiaux et qui s'utilisent telles quelles, quoi. Mais on n'a jamais seulement, enfin, quand on est dans des problématiques industrielles complexes, on n'a jamais seulement affaire à ce genre de choses, je crois. Donc ça, c'est ce que tu as identifié. Ça, ce sont les travers de la mondialisation récente que tu as identifié correctement, à mon sens, en France. Et donc, ce sont des limites. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des problèmes, quoi. Oui, il y a des problèmes. Et donc les deux, c'est que je vois, mais peut-être que j'en oublie certainement, c'est une certaine, finalement, une détérioration du tissu socio-économique local, à la fois en termes de création d'entreprises, d'emplois et d'innovation. Parce qu'il y a un évidement de l'activité productive qui s'en va. Alors, comment on répond à ça? Donc, je suis face à un dilemme parce que. Première réponse, protectionnisme, quoi. C'est ça. Il y a l'idée du protectionnisme qui est censé être illibéral, qui est considéré illibéral. Ou qui se retourne contre les. Enfin, moi, je vais faire l'avocat du diable. C'est que là, si tu fermes les frontières, que tu empêches aux sociétés de s'améliorer, enfin, aux producteurs français, aux capitalistes français d'aller chercher des fournisseurs plus efficaces ailleurs pour vendre des produits moins chers. Donc, tu vas garder des produits chers pour les producteurs français. Donc, tu vas limiter l'accroissement du bien-être des consommateurs français. Donc, justement, de cette population qui souffre de la mondialisation et qui souffrirait autrement, souffrant par exemple de produits, d'une gamme de produits trop limitée ou de qualité médiocre, parce que quand un producteur n'est pas soumis à la concurrence, eh bien il finit par produire des produits de mauvaise qualité.
Et donc, si tu n'as pas les frontières ouvertes, tu n'améliores pas le bien-être d'une population. Tout à fait. Et puis on tombe aussi dans des questions de politique industrielle où on favorise presque toujours de façon arbitraire certains secteurs. Et puis c'est énormément vulnérable à des aléas moraux politiques. C'est-à-dire que les secteurs les mieux en prise sur la politique vont l'emporter au mépris de considérations économiques, strictement économiques. Et puis pareillement pour des droits douaniers en fait. Tout ça finalement est vraiment va être très vulnérable à des influences purement politiques pour telle ou telle raison. Des groupes de pression pour la économique qui se font. Pareil pour la réglementation. Toutes ces réglementations sont extrêmement viciées par des intérêts particuliers. Et donc on crée énormément de problèmes supplémentaires en fait. Et puis on risque, comme tu dis, de vicier la création de valeur, de l'enrayer, en tout cas de l'enrayer. Ça, ce sont des problèmes qui ont été décrits. C'est des problèmes qui ont été décrits et analysés il y a très longtemps, déjà il y a 150 ans ou 170 ans bientôt, par un Français. Alors, peut-être tout le monde ne le connaît pas, et tout le monde n'est pas familier, mais il s'appelle Frédéric Bastiat, qui a, sous forme de pamphlet, dans les années 40, 1840, décrit les effets pervers du protectionnisme, les industriels qui se liguent pour influencer le gouvernement, qui va interdire l'arrivée de certaines nouveautés. Par exemple, il a une célèbre ouvrage qui s'appelle La pétition des marchands de chandelles. Et donc les marchands de chandelles écrivent une pétition, alors, ils l'inventent, pour écrire une pétition au gouvernement pour interdire une concurrence absolument déloyale, et la concurrence c'est celle du soleil. Voilà, donc c'est l'ironie de Bastiat, qui analyse de façon, sous cet aspect un peu léger, de façon très, très profonde, les phénomènes que tu évoques là, et qui existent toujours aujourd'hui dès que le gouvernement met ses gros doigts dans le fonctionnement du marché. Une autre influence intellectuelle pour moi, Bastiat aussi, que j'avais omis de mentionner. C'est intéressant que tu parles des gros doigts du gouvernement, parce que finalement, je suis arrivé. Alors, il y a deux grandes idées qui me viennent. Souvent, on raisonne au niveau des nations, parce que les États-nations définissent le cadre légal dominant dans tous les pays, mais ils définissent également le cadre légal dominant entre les pays, selon leurs influences respectives. Donc il y a une première chose qui n'est pas vraiment liée au localisme, mais c'est l'idée que le cadre politique et légal du libéralisme est produit au niveau de l'État-nation, et que donc peut-être les échanges internationaux, en quelque sorte, échappent au libéralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de libéralisme dans les échanges internationaux parce qu'on se place dans un cadre multilatéral où il y a, si on veut faire plaisir à ceux qui critiquent le libéralisme souvent en ces termes, où il règne une concurrence sauvage. Et là, c'est véritablement le cas. C'est-à-dire que on se place dans un cadre presque extra-légal. Enfin, il y a un droit international, mais est-ce qu'il rentre vraiment dans les canons du libéralisme? Je dirais que probablement non, mais ça dépasse un peu mon expertise. Donc, j'aurais tendance à dire que finalement, c'est peut-être un faux procès qui est fait au libéralisme que de l'accuser des maux du commerce international. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le localisme, c'est-à-dire le gouvernement a des gros doigts. Mais il faut consentir à l'intervention du gouvernement néanmoins. Il faut consentir à certaines réglementations et à certaines protections locales. Je crois qu'il faut y consentir par réalisme politique, parce qu'il y a une forte demande, surtout dans les sociétés développées, en ce sens. Et après une certaine expérience,
ma position me semble naïve. La position que j'avais quand j'avais une vingtaine d'années ou un peu plus me semble naïve de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'était un peu idéaliste et presque utopique en fait. Une sorte de pureté. L'idée que par exemple la collectivité publique va s'en tenir strictement aux fonctions régaliennes. C'est-à-dire la diplomatie, la guerre et la police, par exemple. Ça me semble complètement utopique, maintenant. Même si... et même, je reviens à m'interroger sur le fait que c'est souhaitable ou pas. Je n'en suis plus sûr. D'ailleurs, Hayek préconise des interventions de la puissance publique dans des domaines au-delà du régalien. Enfin, il y consent, en tout cas. Je ne sais pas s'il les préconise, mais il consent que c'est nécessaire, peut-être. Pour protéger, par exemple, les plus faibles. Donc, des histoires de sécurité sociale, notamment. Donc, comment traiter le problème des gros doigts du gouvernement? Il me semble qu'il faut aller vers des plus petits doigts. Donc, fragmenter les gouvernements et faire revenir la question politique à des niveaux plus bas, subsidiaires, qui sont plus proches du terrain et qui justement sont mieux à même de traiter ce problème de connaissance. C'est-à-dire que... Et alors quel est l'échelon pertinent? Parce qu'en France, on a l'État, et puis ensuite on a des régions, et ensuite on a des départements, et ensuite on a des communes, sans parler de structures intermédiaires style syndicat de communes. Pour moi, c'est évident que c'est le niveau de la ville, au sens économique, qui est pertinent. Ce sont les villes qui concentrent les activités économiques. En fait, l'échelon national n'est pas tellement pertinent au niveau économique. Naturel, on va dire. C'est pas un échelon naturel. Mais si c'est lui qui définit le cadre des interactions économiques, de ce point de vue-là, il est pertinent. Mais du point de vue de l'émergence des activités économiques et de leur agrégation, l'unité naturelle, c'est la ville. Donc, c'était la ville autrefois, c'était vraiment la tâche, ce qu'on appelle la tâche urbaine, c'est-à-dire les contours d'une urbanisation relativement homogène. Et puis maintenant, la ville, c'est peut-être la métropole. Et je reviendrai sur ce point. La métropole, c'est-à-dire un ensemble de villes dépendantes les unes des autres économiquement, par les flux de transport pendulaire quotidiens des employés vers les entreprises. Et donc c'est la ville. Mais quand on a dit ça, on n'a pas défini un échelon politique. Vous avez compris, c'est fonctionnel, économique. Donc il faut après regarder dans le détail, parce que toutes les communes françaises ne sont pas des villes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être rurales. Et puis, il y a un certain nombre de grandes villes qui, en fait, recouvrent plusieurs communes. Donc ça, c'est un grand problème de gouvernance des métropoles qui est assez connu, puisque les métropoles forment un ensemble économique cohérent, mais qu'elles sont subdivisées en diverses communes qui ne sont pas toujours d'accord avec elles ou qui ne sont pas capables de se coordonner entre elles. Mais je reviendrai à cet échelon de la ville comme l'échelon pertinent. Mettons une ville idéale où la commune épouserait les contours de l'agglomération économique. Sachant que d'ailleurs en Chine par exemple, les contours des municipalités sont régulièrement révisés en fonction de l'urbanisation. C'est-à-dire qu'elles sont étendues. Ce qui semble assez... Bon, peut-être que seule la Chine est capable, enfin seul un pays non démocratique est capable de faire ça, parce que ça demande une certaine, ça demande un certain forçage, j'imagine, politique. Donc, si on considère que c'est la ville qui est l'échelon pertinent politique, économique, on pourrait finalement déléguer, je dirais même pas déléguer, mais on pourrait déplacer la gouvernance, c'est-à-dire la législation socio-économique à ce niveau-là. Donc ce que je dis est assez radical. Et donc ça fait qu'on revient à cette idée de distinction entre le régalien et le reste.
mais on fait un compromis. On ne dit pas que la collectivité ou la puissance publique n'a pas à se mêler d'affaires non régaliennes. On dit que l'échelon étatique n'est pas pertinent pour les affaires non régaliennes. Et ça couvre énormément de choses. La santé, l'environnement, les affaires sociales et les affaires économiques. Parce qu'elles sont toutes très liées entre elles. Et donc, voilà une idée. Et donc, la ville est beaucoup plus pertinente pour effectuer les arbitrages de réglementation nécessaires pour ce territoire-là. Le problème, c'est que, particulièrement en France, on plaque des idées générales sur l'entièreté du territoire. On sait que la France se distingue justement pour sa diversité géographique. Donc c'est un peu aberrant. Alors on comprend que l'histoire française ait produit cette idée-là, parce que la France doit conserver une cohérence qui est finalement relativement artificielle. La géographie ne donne pas la France, je crois. Et donc historiquement, c'est un État central fort qui a tenu le pays et tenu ses frontières. Une des conséquences néanmoins, de ce que tu proposes... Pardon. Vas-y. Une des conséquences de ce que tu proposes, c'est qu'en fait, il y aurait forcément des concurrences entre les différentes villes ou métropoles. Voilà. Parce que... c'est le deuxième point. Ouais, tu vas créer c'est toujours l'objection en France à la décentralisation, c'est qu'on va créer des baronnies. C'est pour ça que c'est très radical. En plus, baronnies, c'est-à-dire qu'il va y avoir des chefs locaux, quoi, qui vont naître et donc qui peuvent créer des tyrannies locales, mais qui peuvent être modérées par la concurrence qui va exister forcément entre les différentes baronnies, entre ces baronnies locales, sauf si elles se coordonnent. Voilà, c'est pourquoi les fonctions régaliennes ne descendent pas au niveau local. En particulier. Et aussi, à mon avis, il faut, si on prend l'exemple français, il faut que l'État central exerce une fonction de supervision et de tutelle méthodologique, je dirais, c'est-à-dire vérifier que la production législative est légitime selon des canons, par exemple, démocratiques, et que l'exercice des fonctions locales se fait dans un respect des formes. Donc ce que fait déjà l'État français, par exemple les cours des comptes régionales, elles sont régionales, mais il y a une vérification centrale des finances des municipalités, de la façon dont sont conduites les affaires. Mais c'est un exercice procédural, c'est-à-dire c'est une tutelle procédurale, ce qui me semble important. Elle n'affecte pas la substance des décisions, mais la façon dont elles sont prises et exécutées. Donc ça, c'est à mon avis extrêmement pertinent, surtout d'autant plus qu'on augmente les responsabilités, les compétences des échelons territoriaux. C'est très radical, et puis je n'ai pas une grande culture de la politique locale française. Il peut y avoir des dérives et tout. Mais il me semble que la concurrence est un élément effectivement très important, dans la mesure où les gens, si leur vote n'est pas effectif ou n'a pas d'influence, pourront au moins voter avec leurs pieds, au sein de la même nation, plutôt que de voter avec leurs pieds comme le font des entrepreneurs qui ont du succès, par exemple, en quittant le pays. Donc ça c'est une idée qui mêle la politique et l'économie et qui donc de ce point de vue-là échappe un petit peu à ma compétence, parce que j'ai pas de grande compétence politique. Mais il y a un autre aspect qui me semble très intéressant et qui lui est économique, c'est la structure des infrastructures. C'est-à-dire que il me semble que la mainmise moderne de l'État central sur la production des infrastructures est très néfaste aux économies locales. Ça semble assez évident. C'est-à-dire que, par exemple, le vin était produit jusqu'au XIXe siècle partout en France. À partir de la mise en place du chemin de fer au XIXe siècle, il y a des régions qui vont se spécialiser dans le vin, tandis que d'autres régions productives de vin cessent complètement d'en faire.
la plupart d'entre Pareil elles. avec la bière, Donc, il y avait pareil avec les brasseries. Ouais. Par exemple, il y avait des vignobles tout autour de Paris. Donc, c'est une illustration de ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire qu'on appauvrit la structure industrielle, la structure sectorielle des territoires, immédiatement. Or, en même temps, je veux pas verser dans le ludisme ou m'opposer au progrès technique. C'est pas le propos. Alors, je précise. Mon propos, c'est un propos. Attends, il faut peut-être dire ce que c'est que le ludisme, hein, le LU2D. Le ludisme, c'est-à-dire. Oui. Ouais. C'est un mouvement en Angleterre d'ouvriers, d'artisans, un peu comme les canuts en France, les révoltes des canuts à Lyon, qui étaient les tisserands de soie qui faisaient ça chez eux à domicile et qui ont brisé les premières machines, les grands métiers à tisser industriels. Il y a eu ce mouvement aussi de révolte anti-technologique en Angleterre. Alors je ne sais pas dans quelle région, mais ça s'est appelé le ludisme, en fait les ludites. Je ne sais pas d'où vient le Les gens ont cassé leur métier à tisser mécanique parce qu'ils observaient directement que le métier à tisser mécanique les privait d'emploi. Et donc, mon propos n'est pas celui-là. Mon propos, c'est la gouvernance économique. L'État central va établir les infrastructures selon ses propres priorités, qui ne sont pas celles des villes, et éventuellement en nuisant à l'économie des villes. Et on le voit, l'exemple le plus récent de ça, c'est le TGV. Le TGV permet à des gens de travailler beaucoup plus loin, d'habiter beaucoup plus loin de leur lieu de travail. Et ça nuit à l'activité économique de certaines villes, dans certains secteurs, puisque ces secteurs se trouvent à nouveau centralisés dans des plus grandes villes, grâce au TGV. Donc, la France, le meilleur exemple de ça, c'est peut-être les États-Unis, où le plan de Lyndon B. Johnson dans les années 50 d'autoroute a carrément détruit les villes, mais directement, quoi. C'est-à-dire que après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de villes en Europe avaient été complètement détruites par les bombardements alliés. On a vu ce que ça a donné, ou bien Londres a été partiellement détruite par les bombardements allemands. Et donc une ville comme Le Havre a été plus ou moins rasée en France. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement les autoroutes américaines, parce qu'elles pénétraient jusqu'au centre-ville, elles traversaient les villes, contrairement à ce qui était fait en Europe, ont en fait apporté une plus grande destruction que les bombardements aux villes américaines. C'est quand même extraordinaire. Et donc, c'est clairement contre l'intérêt de ces villes. Paradoxalement, ces villes se sont faites à elles-mêmes, parce que l'offre de financement fédéral aux États-Unis était irrésistible, et puis aussi parce que ça se basait sur une fausse idée de progrès qui était que la voiture était un progrès en soi, alors que la voiture est un moyen, c'est-à-dire un moyen d'aller d'un point A à un point B. Le problème, c'est que quand on met une autoroute dans la ville, il n'y a plus de point A et plus de point B, ou du moins le point A et le point B ne sont plus en ville. Ils sont en dehors de la ville. La ville ne devient plus qu'un carrefour. Justement, est-ce que tu peux décrire concrètement, par exemple, l'effet que ces politiques de construction nationale d'infrastructures interurbaines, en fait, et intra-urbaines aussi d'ailleurs, a pu avoir sur le commerce, les commerces de bouche, par exemple, les commerces alimentaires, ou l'organisation des les effets dont on parlait tout à l'heure, enfin, je ne les ai pas décrits dans le menu, par le menu, mais enfin, en gros, lorsqu'on développe les échanges à une certaine échelle, qui était l'échelle mondiale dont on parlait tout à l'heure, on développe la possibilité de la concentration des activités dans certaines mailles de ce réseau. C'est-à-dire, il y a une maille qui va spécialiser dans telle industrie, une autre maille qui va spécialiser dans telle industrie. Et donc, quand on descend entre les mailles, à des échelles plus petites,
on perd la diversité. Donc ce schéma est tout à fait reproductible à l'échelle nationale en France ou aux États-Unis. Donc lorsqu'on développe les moyens de transport des marchandises et des gens, on développe la possibilité de concentrer les activités en certains points et de perdre un maillage fin. Donc on aura un maillage plus grossier. Donc ça se voit aux États-Unis et en France dans les zones commerciales. La France en souffre pas mal. C'est-à-dire que les municipalités vont développer, au nom de la croissance économique, au nom de la création de l'emploi, elles vont développer une zone dite commerciale, souvent en périphérie, c'est-à-dire qu'elles vont créer l'infrastructure qui permet d'y accéder, de la desservir. Et ce faisant, elles viabilisent un modèle d'affaires très concentré qui va desservir l'agglomération dans son ensemble. Et donc, typiquement, c'est la grande distribution. Or, ces opérateurs de grande distribution ne payent pas l'infrastructure. Ils ne la financent pas. Donc, ils sont objectivement subventionnés d'autant. Leur modèle d'affaires est complètement subventionné. Alors, vous me direz que ce sont les municipalités justement qui sont décisionnaires dans ce processus. Alors que tout à l'heure, je préconisais le fait que les municipalités soient décisionnaires. Et il faut bien voir que le financement dans cette affaire est essentiel. Il ne faut pas désolidariser la gouvernance économique du financement des infrastructures. Donc aux États-Unis, il s'agit de programmes fédéraux, c'est-à-dire qu'ils sont financés par l'ensemble des contribuables américains et qui accordent des prêts, voire des dons, je ne connais pas dans le détail comment ça se passe, ou des prêts bonifiés à des municipalités, du moment qu'elles s'inscrivent dans un programme qui a été défini au niveau fédéral. Alors ça ne concerne pas forcément exactement ces infrastructures, ces zones commerciales, ça concerne plus les grandes autoroutes aux États-Unis. Et en France, probablement aussi, il doit y avoir une hiérarchie comme ça, c'est-à-dire que on connaît les hiérarchies des nationales, des départementales, des communales, par exemple pour les routes. Et souvent, les échelons inférieurs en France ne s'occupent pas d'infrastructures, d'ailleurs. Donc, il faut que j'affine mon propos, parce que je me rends compte que ça devient un peu contradictoire. D'abord, il y a des dispositifs nationaux qui permettent de financer des choses qui sont locales, dans des conditions favorables. Mais il y a un deuxième facteur, c'est-à-dire que même organiquement, peut-être, la ville peut financer son propre étalement au détriment de son assiette fiscale. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir financer un développement des infrastructures excessif par rapport à ce qu'elle est capable d'entretenir de façon autonome. C'est très bien documenté sur les banlieues américaines, ça, où en fait, oui, exactement. Je ne me souviens plus comment ça marche exactement. Les banlieues américaines s'étendent. Les réseaux d'assainissement sont payés par le contribuable. Et le desserte. Et les dessertes, les réseaux d'électricité, enfin bon bref, l'énergie et les évacuations, les déchets. Et puis en fait, je crois que ils n'arrivent pas à entretenir, les revenus fiscaux sont pas assez importants pour entretenir ces choses-là. Les quartiers tombent en ruine, ne sont plus entretenus et les populations suivent. Enfin, tu connais ça peut-être mieux que moi. En fait, je ne connais pas exactement le dispositif, mais en quelque sorte, il y a un bonus fiscal à l'urbanisation, c'est-à-dire à l'aménagement. C'est-à-dire que quand on aménage, c'est financé. Je ne sais pas comment, si c'est des financements publics ou privés, mais il y a un financement qui arrive avec l'aménagement. Donc, c'est-à-dire l'installation des réseaux viaires, comme je disais, l'adduction d'eau, l'assainissement des eaux, l'énergie. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier d'autres infrastructures. Il y a les écoles, c'est important aussi. Et puis il y a les équipements sportifs, et puis il y a les parcs, il y a tout un tas d'infrastructures. Donc quand on les crée aux États-Unis, c'est financé.
Alors, soit c'est financé par la municipalité elle-même avec ses fonds antérieurs en le justifiant par un développement économique, c'est-à-dire que tout le monde est obsédé par l'idée de développement économique sous cette forme-là. On se dit, ah oui, si on crée une nouvelle zone d'habitation et d'activité, c'est du développement économique, donc il faut y aller, et les gens votent les crédits. Donc en fait, ça revient à dire que les autres contribuables financent cette extension de la ville. Mais au final, ça contribue à un étalement, à une dédensification des activités telle que dans l'ensemble de l'agglomération, elle n'arrive plus à entretenir l'ensemble de ces infrastructures ferroviaires, pas seulement les nouvelles, pas seulement les nouveaux réseaux, mais tous les réseaux. Donc en fait, en quelque sorte, on prend à l'entretien des réseaux existants pour financer l'installation des nouveaux réseaux qui eux-mêmes ne pourront pas être entretenus. Ça, c'est quelque chose de très visible. C'est comme ça que je le comprends. C'est visible en France, ce genre de choses-là, hein, où en fait les crédits, les crédits votés. Enfin, moi qui ai été élu dans une métropole française, donc j'étais conseiller communautaire, je m'occupais même de la voirie dans ma ville. J'étais toujours étonné qu'il y ait si peu d'argent pour entretenir les réseaux existants et qu'ils étaient en mauvais état. C'est bien connu sur les ponts. En France, hein, il y a des graves vieillissements de ponts. Il y a eu un spectaculaire effondrement de pont à Gênes il y a quelques années qui avait terrifié tous les élus locaux en français parce que ça pouvait arriver, on savait que ça pouvait arriver sur nos ponts à nous. Et donc en ce moment, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour essayer de remettre en œuvre ces trucs, mais visiblement, ça ne suffit pas, quoi. Donc il y a un problème, c'est très intéressant ce que tu dis, hein, la ville s'étend tellement que ça devient impossible à payer. Elle n'arrive plus à payer ces tentacules, quoi, et à les rendre Moi, en bon état. Ce que j'ai découvert à ce sujet, c'est qu'en fait, c'est le même système qu'une pyramide de Ponzi. Cette histoire de développement, notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que, en fait, ils utilisent l'argent des. Enfin, ils sont obligés de s'étendre et de trouver donc comme dans une pyramide de Ponzi des nouveaux pigeons pour essayer de s'entretenir. Mais que évidemment ça risque de s'effondrer. C'est une fuite en avant. Oui, je mettrai en description une vidéo à ce sujet qui est très bien faite et qui explique en tout cas moi j'ai réussi à comprendre. Mais revenons à la dévitalisation des centres-villes en France par les routes. Toi, tu décris en fait le phénomène suivant, c'est que les communes, pour améliorer, encourager des activités nouvelles, des nouveaux commerces, des plus grandes surfaces, enfin des plus grands commerces, à subventionner des nouvelles infrastructures sur des anciennes terres agricoles voisines, limitrophes, pour créer des zones d'aménagement, les ZAC, les zones d'aménagement concerté, toutes les zones industrielles qui ont tellement enlaidi les alentours des villes françaises depuis 40 ans, 50 ans, et qui ont eu pour conséquence que les centres-villes, les commerces qui sont tellement importants pour que les centres-villes restent agréables, vivants, que les habitants puissent y rester et y trouver des services à proximité, hormis Paris, hormis le centre-ville de Paris, où on continue de faire ses courses dans des petits commerces, ou certains centres très bourgeois de villes françaises. Ailleurs, dans 90-95% des autres villes françaises, les centres-villes ont perdu leur vitalité commerçante, et qui est en fait la seule vitalité qu'il y a à peu près qu'il y a dans une ville, au profit de zones périphériques dans lesquelles il y a des grandes surfaces. Alors toi tu dis, donc les marchands, les propriétaires de ces grandes surfaces ont bénéficié d'un avantage compétitif pour approvisionner avec des gros camions, donc des grandes quantités, donc ils pouvaient négocier, baisser les prix, proposer des prix de plus en plus bas, face à des commerçants de centre-ville qui ne pouvaient pas avoir accès à ces centrales d'achat et à ces transports finalement bon marché, puisqu'il y a des économies d'échelle qui sont considérables. Mais je reviens à l'argument que j'ai utilisé. Ils ont aussi accès à des bassins. Ils ont aussi accès à des bassins de clientèle plus grands.
Oui, c'est ça. Ils peuvent Du fait drainer de la- du- du des fait zones du- de chalandise. Ils étendent leurs zones de chalandise. Ouais. Ouais, Mais je vais revenir ça va dans à les deux sens. je vais revenir à l'argument que j'ai utilisé tout à l'heure dans un autre cas. Finalement, les consommateurs en ont profité puisqu'ils ont eu accès à des produits meilleur marché qui sinon ils n'auraient pas pu se payer. On voit les halles aux chaussures, aux vêtements. Enfin, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est très bon marché et il y a des tas de gens qui soudain peuvent augmenter un semblant de niveau de vie. Ensuite, je ne juge pas de la qualité de ce niveau de vie sur lequel on pourrait s'étendre. Mais il y a une espèce de coût-bénéfice qui est difficile à apprécier, enfin que je te laisse apprécier pour enrichir le débat. Donc, du côté négatif, il y a le fait que le contribuable local doit financer cette nouvelle infrastructure. Il y a aussi le fait qu'on a besoin d'une voiture pour la vie quotidienne, même dans des agglomérations relativement petites. Donc la voiture, c'est un coût très élevé dans le budget d'un ménage. Et je dirais, là, c'est purement une analyse finalement relativement statique de la chose. C'est-à-dire que on voit un certain gâteau économique d'activité, en l'occurrence le commerce, qui est sorti des mains des petits commerçants pour être mis dans les mains de plus gros commerçants moins nombreux. Et on déplace des budgets municipaux, on les affecte, on les réaffecte, on les concentre dans des infrastructures qui servent ces grands acteurs du commerce. Et puis, de façon équivalente, au sein du budget des ménages, on déplace des dépenses affectées à certaines choses vers d'autres choses. On change la structure des dépenses. Donc c'est des effets relativement statiques. Mais mon propos, enfin dans la recherche que je fais, la concentration des activités a un grand rôle à jouer dans le renouvellement et la créativité la création de nouvelles activités. Donc les interactions sociales, leur intensité spatiale, c'est-à-dire dans un périmètre réduit, leur concentration, produit des effets économiques. D'abord, c'est économique en soi, puisqu'il y a moins de distance à couvrir, mais aussi, je pense que les interactions piétonnes ont un rôle très important à jouer, parce qu'il faut bien voir la différence, au-delà du coût et de la technologie elle-même, la différence entre un déplacement en voiture et un piéton et un déplacement à pied est considérable du point de vue des interactions sociales, parce que dans un déplacement en voiture, par définition, il n'y a pas d'interaction sociale pendant le déplacement. On est confiné dans une boîte en métal. Et quand je dis interaction sociale, il s'agit aussi des interactions commerciales. C'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, vous avez une destination et tous les points intermédiaires ne sont que des obstacles à franchir. Il est même dans des villes où on peut se garer le long des trottoirs comme en France, sachant qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas, c'est encore pire, par exemple Singapour. Même si cette possibilité est offerte, il est très difficile d'abord découvrir des choses le long de son trajet parce qu'on est concentré sur la conduite. Et deuxièmement, il est coûteux et très difficile de s'arrêter spontanément quelque part. Il faut se garer, ça prend du temps. Il n'y a peut-être pas la possibilité de se garer parce que la place est déjà occupée, etc., etc., etc. Les déplacements piétons sont absolument libres de toutes ces contraintes. Sur le parcours d'un piéton, on peut s'arrêter quand on veut à un coût nul. Et de plus, on peut se permettre de tourner la tête dans tous les sens quand on est piéton pour regarder dans toutes les directions, en 3 dimensions d'ailleurs, pas seulement en 2 dimensions. On peut regarder en haut ce qui se passe aux étages supérieurs. Et par exemple, au Japon et en Corée, il y a énormément de commerces qui se trouvent aux étages supérieurs et qui sont repérables à leurs enseignes qui donnent sur la rue. Donc on peut faire du lèche-vitrine en 3 dimensions en Corée et au Japon. Donc, à mon avis, ça occupe une fonction très importante, pas seulement dans la consommation, mais potentiellement dans l'entrepreneuriat aussi. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui habite une ville où les activités sont concentrées
un entrepreneur potentiel peut prendre connaissance de ces activités à faible coût en marchant dans la ville, en vaquant à ses occupations quotidiennes. Bon, bien sûr, dès qu'on parle d'industrialisation, on arrive immédiatement à des échelles supérieures. Hein. J'ai conscience de ses limites. C'est-à-dire que si on a une activité industrielle, souvent, elle va être dans une zone particulière de la ville où on n'a pas l'habitude de se promener. Je vois bien ce genre de choses. Mais mettons simplement pour les activités tertiaires et commerciales, ce que je dis est je crois, assez juste. Et potentiellement s'applique à certaines activités industrielles de petite échelle et qui ne sont pas polluantes. Pas les porcheries, les tanneries, bien sûr. Je connais une ville, la banlieue de Courtrai en Belgique, donc cette ville en Flandre, très prospère, petite ville. J'ai été très frappé une fois en allant chez un fournisseur de voir que la zone soi-disant d'activité en fait alternait la maison du propriétaire du commerce ou de la zone enfin, de la petite activité industrielle et les entrepôts. Donc tu avais la belle villa ou covilla cossue, disons, du patron qui a réussi, à côté de son usine, un peu comme à Roubaix ou dans beaucoup de villes de France, où, vu que les transports étaient au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, très difficile, eh bien les ouvriers, le patron, tout le monde habitait autour de l'usine à côté. Et ça existe encore dans des quartiers modernes, en Belgique par exemple, hein, où les contraintes d'urbanisme, c'est-à-dire le zonage, est très libéral, donc on peut construire à peu près où on veut, à condition de supporter les coûts des réseaux, et on peut construire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut construire sa maison ou juste à côté un commerce ou un atelier de fabrication. Alors forcément, bon, les plus grosses activités industrielles sont éloignées. Oui, hein. c'est intéressant. Ouais, les deux points qui me semblent importants dans ce que tu as dit, c'est la compacité. Est-ce que vous avez entendu ce point-là? C'est-à-dire que plutôt que parler de densité seulement, la compacité, c'est l'idée que il y a une densité de gens et d'activités, c'est-à-dire qu'il y a une variété d'activités, d'usage. Il y a du résidentiel, il y a du commercial, il y a de l'industriel. Et le deuxième point que je relève dans ce que tu disais, Yann, c'est finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de contraintes réglementaires dans cette gestion de l'urbanisme. Les contraintes viennent naturellement par l'économie. C'est-à-dire que, comme tu disais, il est extrêmement cher d'installer des réseaux. Donc si la municipalité ne le fait pas, les gens sont forcés de se mettre là où il y a des réseaux. Et si on supprime, moi je suis pas anti-automobile. Hein. C'est-à-dire que je pense que cette histoire de contraintes réglementaires est très importante. Ça s'applique à l'environnement, à tout un tas de sujets, l'économique, l'urbanisme. Si on regarde les dynamiques des villes, les contraintes viennent naturellement du moment que les gens payent ce qu'ils utilisent. Le problème vient de ce qu'on paye pas ce qu'on utilise. Comme Carrefour, je ne veux pas citer de marque peut-être, mais comme les grands distributeurs qui ne payent pas la route qui leur amène tous leurs clients et leurs fournisseurs. Mais pareillement, le problème de l'automobile en ville vient essentiellement du fait que les conducteurs ne payent pas les coûts de leur utilisation de l'automobile. Ils payent les coûts qui sont liés au véhicule. Mais les grands coûts de l'automobile ne sont pas liés au véhicule, ils sont liés à la chaussée et au parking. C'est même sans compter la pollution, parce que souvent, les écolos vont nous parler d'externalités négatives, c'est un truc très ancien. Immédiatement, on pense au pot d'échappement. Mais c'est l'externalité négative qui est la plus difficile à régler, parce que c'est difficile de mettre des compteurs sur les pompes d'échappement et de dire qui a pollué quoi et tout. Même si on peut l'admettre, on peut dire par exemple mettre une taxe sur l'essence en estimant que cette essence va produire une pollution. Mais dans ce cas-là, on désencourage l'innovation du diesel et toutes les innovations qui sont des dernières années, qui consistent à réduire la pollution de l'essence à la sortie du pot d'échappement. Donc même ça, je trouve que c'est pas très bon comme idée. En revanche, faire payer l'usure de la chaussée, on parle jamais de ça, l'usure de la chaussée. Or, le poids à l'essieu détermine l'usure de la chaussée de façon exponentielle.
C'est exponentiel. Donc tous les camions qui s'amusent à rouler dans la ville pour livrer des choses, ils devraient, s'ils payaient l'usure de la chaussée au coût où ils le font, et même les automobilistes ordinaires, on n'aurait pas cette situation-là. Plus dans la structure de coût de l'usage des automobiles, en fait, le roulement lui-même occupe une part assez faible parce qu'on roule peu dans la vie d'une voiture. Qu'est-ce qui est le plus déterminant? C'est le parking. Est-ce que les gens payent la place de parking dans la rue ou pas dans la rue à son vrai coût? Par exemple, dans le 16e arrondissement, le prix du mètre carré, c'est, je sais pas quoi, 20 000, mettons 20 000 euros. Est-ce que le coût de se garer dans le 16e arrondissement devant un immeuble où le prix du mètre carré est à 20 000 euros, est-ce que le coût est proportionné à ce coût foncier? Ça m'étonnerait. On peut en avoir une idée avec les parkings privés. Oui. Oui, mais je pense que les gens ne payent pas le coût. Même les gens se plaignent de l'augmentation du coût du parking, mais je suis pas sûr que le coût du parking atteigne. Ce qu'il faut voir, c'est l'arbitrage. À quoi peut servir une place de parking? On pourrait mettre là une roulotte avec un commerçant, comme ça se faisait autrefois. On pourrait y mettre une terrasse. Ça, c'est très bien. Le Covid a permis d'identifier l'arbitrage entre parking et terrasse. Il y a peut-être d'autres usages auxquels on ne pense pas. Par exemple, l'extension du trottoir lui-même, qui permettrait d'augmenter peut-être l'achalandise des commerces riverains. Il y a tout un tas d'arbitrages à faire qui ne sont pas nécessairement spontanés, c'est-à-dire qu'ils doivent être organisés par la municipalité, parce que c'est pas des arbitrages que font des décideurs. Il y a un élément de décision collective dans la ville. Il y a toujours un élément de décision collective, ou en tout cas il faut faire la part des décisions collectives dans la ville. C'est pour ça que d'ailleurs je trouve que c'est très naturel de redescendre tout ce réglementaire au niveau de la ville, parce que le collectif, autant il est artificiel au niveau national pour certains sujets, notamment économiques, autant il devient naturel et acceptable, à mon avis recevable par le citoyen, au niveau municipal. C'est-à-dire cette concertation peut se faire au niveau municipal. Par exemple, sur les aides sociales, on aide certaines personnes qui sont dans le besoin, ça devient beaucoup plus acceptable au niveau municipal. Bien sûr. Parce que on a une information plus correcte. Le parasitisme, qui est fortement dénoncé quand il s'agit d'aide sociale, devient beaucoup plus facile à contrôler au niveau local. Et il est très difficile à contrôler au niveau national. Mais c'est pareil pour les réglementations de l'environnement. Dans une ville fortement vantée au bord de l'océan, on peut peut-être accepter des choses qu'on n'accepte pas dans des villes qui sont dans des cuvettes où l'air stagne toute la journée. On n'abordera pas la pollution aérienne de la même façon. Dans une ville où il y a beaucoup d'eau, on n'abordera pas la question de la pollution de l'eau de la même façon que dans une ville où c'est aride. Tous ces concessions, quel que soit le problème environnemental, et l'énergie aussi, le choix des sources d'énergie, c'est lié à ça aussi. Ça entraîne énormément de réflexion et je pourrais en parler pendant des heures. En même temps, comme je le dis, c'est vraiment de la pensée, la réflexion libre de ma part. C'est pas quelque chose qui est scientifique. Non, c'est très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, mais on reprendra cette conversation parce que les échanges sont très intéressants, c'est très éclairant, tu as des points de vue vraiment originaux sur ces problèmes-là et qui sont très stimulants intellectuellement et à mon avis politiquement aussi, mais bon, il faut trouver des moyens de les faire diffuser. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on fait, on essaie de faire à notre modeste échelle. Merci Sylvain, c'était un plaisir. Christophe. Merci Christophe de ta patience aussi. Non, mais Christophe avait plein d'objections, mais je pense que ou de questions. Oui, j'ai entendu. Il les reprendra la semaine prochaine lors de la prochaine émission. Allez. Entendu. Bonne soirée à vous. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt.